Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse numérique consacrée aujourd'hui à la présentation de la 4e édition du bilan national des entreprises élaboré par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Alors pour les modalités pratiques de cette conférence de presse numérique, j'invite celles et ceux qui souhaiteraient poser quelques questions en fin de conférence de presse à utiliser le système de chat qui se trouve en bas à droite de votre écran, en vous demandant de bien vouloir rappeler le nom du journal pour lequel, l'édition pour laquelle vous travaillez et votre nom et votre prénom si possible. Merci par avance. Donc je le disais, il s'agit de la 4e édition de ce bilan national qui est un bilan annuel qui constitue une rétrospective, une photographie de l'activité entrepreneuriale française sur les 12 mois écoulés. Et cette photographie a été élaborée avec les équipes et les experts économiques de l'Institut Xerfi spécifique. Laurent Frelat, à mes côtés, vous présentera dans quelques instants les grandes tendances et les grands mouvements du tissu entrepreneurial de l'année 2021. Je tiens aussi donc à rappeler que cette édition annuelle est basée sur les informations du registre du commerce et des sociétés qui est tenu par les greffiers des tribunaux de commerce. Étant précisé que le registre du commerce et des sociétés est en réalité le registre d'état civil des entreprises. Pourquoi le registre d'état civil? Parce que les greffiers des tribunaux de commerce, au quotidien, collectent l'information qui est déclarée par les chefs d'entreprise, nous la contrôlons et ensuite nous la certifions et la mettons à disposition du public. Et c'est cette information contrôlée et certifiée que nous récoltons au quotidien au contact des chefs d'entreprise sur le territoire métropolitain, mais également depuis quelques années maintenant en Outre-mer, qui nous permettent d'élaborer cette étude. Il faut rappeler aussi que le registre du commerce et des sociétés contient un peu plus de 5,5 millions d'entités, d'acteurs économiques français. C'est l'analyse de ces 5,5 millions, à peu près 80% des acteurs économiques français. C'est cette analyse qui va permettre de dégager des tendances et de comparer aussi avec les années précédentes pour se projeter, on le verra dans quelques instants, vers l'année 2022 qui a déjà débuté, mais aussi vers les prochaines années. Outre l'analyse économique que permettent d'élaborer ces informations, il faut savoir qu'elles constituent aussi évidemment un ciment du tissu entrepreneurial, puisque l'information légale, celle délivrée par les greffiers des tribunaux de commerce, permet aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, aux start-upers d'agir en pleine sécurité lorsqu'ils sont en contact avec leurs clients, leurs prospects, leurs partenaires ou leurs prestataires. Donc ces données et ces informations sont un gage, vous l'aurez compris, de fiabilité, d'authenticité, qui est aussi une ressource croissante et très importante dans l'activité des pouvoirs publics et des acteurs institutionnels, des acteurs du monde judiciaire qui luttent contre la fraude, qui luttent contre le blanchiment de capitaux et qui luttent également contre le financement du terrorisme. Et les greffiers des tribunaux de commerce prennent une part très importante dans cette lutte depuis quelques mois, quelques années maintenant. Et cette part significative est très utile dans le cadre de cette lutte globale, cette lutte nationale pour protéger la souveraineté économique de notre pays. Alors, s'agissant des enseignements de l'année 2021, mais je laisserai Laurent vous en dire évidemment quelques mots après, je crois qu'on peut noter globalement qu'il y a eu une forme de rebond, de résilience du monde entrepreneurial français en 2021, qui a été évidemment soutenu par les mesures gouvernementales, mais qui, ce tissu entrepreneurial et ses chefs d'entreprise ont aussi pu compter sur la pleine et entière mobilisation de la justice économique, de la justice commerciale, dans le cadre de sa modernité, de son accessibilité et aussi de son agilité. Il faut noter que les juges des tribunaux de commerce, auprès desquels nous travaillons au quotidien dans les palais, les juges des tribunaux de commerce sont eux-mêmes issus du monde de l'entreprise et se sont rendus pleinement disponibles ces derniers mois et le seront évidemment encore dans les prochains mois et les prochaines années, au plus près des chefs d'entreprise pour comprendre leurs difficultés éventuellement passagères ou durables et anticiper les suivantes pour trouver les meilleures solutions et les accompagner. On va le voir, les tendances de l'année 2021 montrent que le monde entrepreneurial est un petit peu mouvant. Donc les chefs d'entreprise ont besoin de repères, de caps et surtout de référents et de partenaires de confiance qui leur donnent certaines garanties, en tout cas qui sont en capacité de les accompagner. Et on va le voir, et c'est
pleinement l'engagement du Conseil national des greffiers. L'aspect hybride de leur activité doit aussi s'accompagner de mesures hybrides, et c'est pour ça que nous allions le meilleur du numérique, mais également le maillage territorial de proximité pour les accompagner, les soutenir, les guider dans leurs premiers pas d'entrepreneur, mais aussi tout au long de la vie de leur entreprise. Je vais laisser dans un instant donc Laurent vous présenter l'année 2021. L'année dernière, Sophie Jonval, notre présidente, lors de la présentation de la 3e édition du bilan national des entreprises, avait évoqué l'année du paradoxe. On va le voir, cette année 2021 ressemble plutôt à l'année de la résilience, et j'espère que cet optimisme entrepreneurial trouvera des résultats concrets à nouveau en 2022 et que nous pourrons en reparler dans quelques semaines et quelques mois. Mais sans plus tarder, je laisse la parole à Laurent. Bien, merci. Effectivement, la 3e édition s'était conclue sur ce grand paradoxe qui était que face à une crise économique et sanitaire sans précédent, finalement, nous n'avions pas... les créations d'entreprises étaient restées très bien orientées, les défaillances d'entreprises étaient au plus bas. Et en fait, j'avais conclu cette conférence de presse en insistant sur les risques de défaillance d'entreprises et de destruction massive d'emplois en cas de mauvaise synchronisation et de ciblage imparfait du désengagement gouvernemental. Bien, force est de constater, à l'issue de l'année 2021, que cette menace a été jusqu'ici, tout au moins, totalement écartée. 2021 aura été l'année du rebond de la croissance mondiale de façon générale, mais notamment française, on y reviendra dans un instant. On constate également que malgré la crise sanitaire, les créations d'entreprises ont encore très fortement progressé au cours de cette année 2021. Que parallèlement, et ça c'est un phénomène nouveau, les radiations d'entreprises se sont envolées, mais cette forte poussée traduit, comme nous allons le voir dans un instant, certainement en partie tout au moins des effets d'aubaine. Et puis enfin, concernant les procédures collectives, eh bien elles se sont de nouveau inscrites en forte baisse sur un an, notamment grâce aux dispositifs de protection mis en place par l'État. Je vais m'appesantir un tout petit peu sur la situation économique française de façon générale avant d'en arriver bien évidemment aux résultats détaillés concernant les statistiques des greffes. En 2021, donc, l'économie française a nettement repris après le trou d'air historique de 2020 et elle a réussi à renouer pratiquement avec ces niveaux d'avant-crise dès le 3e trimestre 2021. La campagne de vaccination, les dispositifs de soutien des entreprises, la levée des restrictions, la reprise de la consommation, les effets d'apprentissage des salariés également et des entreprises face à la pandémie et la vitalité entrepreneuriale constatée en France ont permis au PIB d'afficher une croissance de 6,7% en 2021. Les embauches sont sur des niveaux hauts et vous le savez, aujourd'hui, ce sont les difficultés de recrutement qui sont le souci majeur rencontré par les chefs d'entreprise. La croissance de l'emploi qui témoigne de cette résilience de l'économie française est indéniable. Le taux de chômage est de l'ordre de 7,6% désormais. Les marges des entreprises restent sur des niveaux très élevés, de l'ordre de 32%, et l'investissement reste en croissance en 2021, de l'ordre de 12% versus l'année 2020. Malgré cela, et bien évidemment, nous sommes confrontés à une situation sanitaire qui évolue de jour en jour. La 5e vague épidémique et la propagation du variant Omicron replonge dans une certaine mesure le pays dans un climat d'incertitude sanitaire. Mais les dernières informations à ce sujet laissent également entrevoir donc un éventuel bout du tunnel, même si effectivement on en parle pour au moins la 3e reprise. Voilà, décor économique donc on ne peut plus favorable. Et dans ce contexte, comment ont évolué, d'après les statistiques effectivement des greffes de tribunaux de commerce, notamment, nous allons commencer par les créations, les immatriculations d'entreprises. Eh bien, je l'évoquais à l'instant, une année particulièrement porteuse pour l'entrepreneuriat français, avec des créations d'entreprises
en hausse de 30%, 30,3% même précisément par rapport à 2021, année qui, je vous le rappelle, était elle-même déjà en croissance. 611 264 immatriculations répertoriées par les greffes, un taux d'immatriculation, donc le rapport entre le nombre d'immatriculations enregistrées au cours de l'année et le nombre d'entreprises totales immatriculées de 11,7%. Ces résultats, cette année, intègrent notamment les DOM qui, désormais, sont couverts par le périmètre des greffes de tribunaux de commerce. Si on regarde le profil de ces immatriculations au cours des différentes années 2019, 2020, 2021, on s'aperçoit qu'effectivement, les créations ont de façon systématique, pratiquement pendant toute l'année 2021, surplombé les niveaux les plus hauts atteints en 2020 et en 2019. Vous voyez qu'on est sur des niveaux très très importants. On ne comptabilisait entre guillemets que 443 331 créations en 2019, année pourtant éminemment porteuse d'un point de vue économique. On avait déjà eu la surprise de constater un regain de ces créations au cours de l'année 2020. Eh bien, tous les records sont battus en 2021, avec 589 569 immatriculations hors drôme, et précisément. Je dis hors drôme puisque sur les drômes, nous ne disposons pas de l'historique permettant de mettre en regard ces chiffres sur les différentes années. Le constat suivant, c'est déjà un changement radical au fil des années, et notamment ici en 2021, du profil de ces nouveaux entrepreneurs, et notamment leur rajeunissement. Un rajeunissement qui est très conséquent, puisque vous le voyez, on était sur des niveaux de l'ordre de 40 ans en période d'avant-crise. On avait déjà constaté l'année dernière un recul assez conséquent. En 2020, on était passé donc de 41 ans à 40 ans. On est désormais à 39,7 ans. Il y a donc un mouvement très marqué en termes de rajeunissement, effectivement, puisqu'on est sur des données structurelles ici lourdes pourtant. On est sur un recul donc de 1,1 an en l'espace de 2 ans. Et puis surtout, on va le voir dans un instant, ce sont bien évidemment les activités qui sont les plus créatrices aujourd'hui d'emploi, qui présentent des caractéristiques de chefs d'entreprise les plus jeunes. On verra tout à l'heure, et sans rien dévoiler, que la catégorie dite du transport et entreposage, qui a fait l'objet d'un nombre d'immatriculations très très important, l'âge moyen des dirigeants d'entreprise immatriculés est de 29 ans. 29 ans en moyenne, et c'est ce qui tire bien évidemment ce chiffre global à la baisse. J'en parlais à l'instant, le transport et l'entreposage. Eh bien, quand on regarde les résultats des immatriculations par grand secteur d'activité, on s'aperçoit effectivement de la position tout à fait particulière de ce secteur. Transport et entreposage, plus 88,4% d'immatriculation versus une année 2020 où déjà ce secteur était le champion effectivement des créations d'entreprises. Le deuxième secteur en termes de dynamique, vous l'avez le constaté, c'est l'enseignement, la santé et l'action sociale, et on verra tout à l'heure dans le détail de quel type de profession il s'agit. Les activités financières et d'assurance sont également fortement impliquées. Et quand on regarde en termes de poids, désormais, de ces différents secteurs d'activité, on s'aperçoit que le transport et l'entreposage, désormais, pèsent pour 15,9%. Il a gagné 5 points par rapport à l'année dernière en termes de poids dans les immatriculations. Pour autant, le premier secteur reste les activités immobilières, qui représentent pratiquement 20% du total des immatriculations. Et le commerce de façon générale, qu'il s'agisse du commerce traditionnel ou du commerce numérique, dont nous parlerons également dans le détail, à 17,2% du total des immatriculations 2021. Le petit dernier, ça mérite quand même d'être signalé, la queue de peloton, eh bien, on y trouve l'agriculture, bien sûr, avec un taux
de croissance qui est néanmoins positif, mais en net retrait quand même de ce que l'on observe sur les autres secteurs. Et puis, il y a une petite exception, c'est l'hébergement et la restauration. Hébergement et restauration, où le nombre d'immatriculations au cours de l'année s'est contracté d'un petit 2%. Si on regarde plus dans le détail maintenant, en descendant d'un niveau dans la nomenclature NAF pour regarder les secteurs d'activité qui ont le plus fortement progressé, on s'aperçoit que ce sont justement les activités de poste et de courrier, des activités derrière lesquelles on trouve bien évidemment toutes les activités de livraison à domicile en tout genre, 172% de progression par rapport à l'année 2021. Donc on est sur un chiffre qui est considérable, une explosion effectivement. La location de terrain et d'autres biens immobiliers arrive en deuxième position avec un chiffre qui amène à doubler le nombre d'immatriculations en 2021 versus 2020. Et puis vous noterez également la position tout à fait particulière des postes qui arrivent en troisième et cinquième position et qu'on aurait éventuellement même pu regrouper. Il s'agit de la vente à distance pour la première sur catalogue en progression de 74%, pour la seconde sur catalogue spécialisé, pardon, pour la seconde sur catalogue général en progression de 46,8%. On retrouve bien donc ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir cette poussée également de l'économie numérique et du commerce notamment en ligne, qui est à l'origine là aussi d'un nombre très conséquent de créations d'entreprises. Si on regarde l'évolution des immatriculations, toujours par activité, en termes cette fois-ci de poids, enfin pas de poids, mais de taux d'immatriculation, bon, on retrouve bien évidemment la place tout à fait particulière des activités de poste et de courrier. Vous noterez également une fois de plus la position plus défavorable de la restauration de type collective, qui, elle, en termes de création d'entreprise tout au moins, a clairement pâti de la situation sanitaire et de la poursuite notamment des fermetures administratives. La vitalité entrepreneuriale en 2021 a donc une nouvelle fois été tirée par l'auto-entrepreneuriat. Les entreprises individuelles ont représenté 35,8% des créations d'entreprises, une progression de 8,1 points par rapport à 2018. C'est une tendance que l'on avait déjà observée effectivement à l'occasion des bilans précédents, des bilans annuels précédents. Elle se confirme, elle s'amplifie même cette année. Les entreprises individuelles, les créations sont en progression de 41,5%. Au-dessus de la moyenne, et vous voyez qu'effectivement, les hors entreprises individuelles, pour autant, il ne faut pas conclure que cette croissance des immatriculations et cette vitalité du tissu entrepreneurial français ne résultent que des entreprises individuelles, puisque hors entreprises individuelles, on est tout de même sur une progression de 25% des immatriculations d'entreprises et même de 21% par rapport à 2019, c'est-à-dire par rapport au niveau d'avant-crise. Juste un petit regard sur la régionalisation de ces résultats. Bien, là, peu de commentaires à faire, si ce n'est tout de même qu'avec 26,8% des créations en Île-de-France et des poids supérieurs à 10% pour l'Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, eh bien, 3 régions françaises à elles seules ont réalisé au cours de l'année 2021 la moitié des immatriculations de l'année. Je vais passer maintenant au sujet des radiations. Les radiations, je l'évoquais tout à l'heure, se sont envolées. Elles ont progressé de plus de 30% en 2021. Et l'on a comptabilisé donc 310 372 radiations très précisément, un taux de 5,9%. Là encore, un profil des radiations sur l'ensemble de l'année 2021 qui positionne les radiations 2021 largement au-dessus, effectivement, des années précédentes à partir de l'été.
Et on aboutit donc à un total de 295 000 radiations hors drôme, un chiffre qui est donc supérieur à celui de 2020 et supérieur à celui de 2019, donc qui, lui, adoptait une position intermédiaire avec 265 000 radiations. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de radiation? Bien, en fait, il y a 3 grandes catégories de radiations. Les radiations dites d'office, les radiations à la suite d'une procédure collective et des radiations volontaires. Toutes ces catégories de radiations ont progressé et ont progressé fortement au cours de l'année 2021. Et notamment les radiations donc, volontaires sont à 25,3%. Elles sont sur un niveau particulièrement élevé, puisque en termes de poids, elles représentent l'essentiel des radiations de l'année, 47,3% du total. Et c'est là où, comme je l'évoquais tout à l'heure, on peut supposer une sorte d'effet d'aubaine, c'est-à-dire la possibilité pour un certain nombre d'entrepreneurs qui étaient dans des situations financières délicates ou à l'approche d'un horizon de retraite et de cessation d'activité, bien l'opportunité d'assainir leurs comptes compte tenu des aides gouvernementales et des possibilités justement de rétablir leur situation financière. Elles ont assaini donc leurs comptes et elles en ont profité pour cesser leur activité de façon un petit peu anticipée, sans même attendre justement de se retrouver dans une situation qui les aurait menés à une procédure collective. Quels sont les secteurs qui sont concernés par ces radiations? Bien, en termes de poids, on va trouver en tout premier lieu le commerce, pratiquement 23% des radiations, et c'est bien évidemment là ce qui conforte cette supposition, cette hypothèse de radiation effet d'aubaine parmi les radiations volontaires. Les activités mobilières arrivent en deuxième position, avec un peu plus de 18% du total. Pour autant, et quand on ne se contente de regarder non plus le poids de ces radiations, mais leur évolution par rapport à 2020, on s'aperçoit que c'est une fois de plus le transport et l'entreposage qui se démarquent, avec 96,5% de radiation, donc de progression par rapport à 2020. Bon, mais vous noterez bien évidemment que le transport et l'entreposage, c'est seulement, entre guillemets, 7% du total des radiations, donc rien à voir avec son poids en termes d'immatriculation. On retrouve parmi, effectivement, les secteurs qui ont le plus fortement progressé, le commerce, avec une progression de 36% à un an d'intervalle. L'âge moyen des entreprises qui ont été soumises à une radiation, l'âge moyen des entreprises soumises à une radiation est de 10 ans en moyenne, avec des écarts considérables justement selon les secteurs d'activité, qui témoignent justement peut-être de la fragilité de certains secteurs. Justement, le transport et l'entreposage dont nous parlons abondamment depuis le début, bien, se retrouvent tout en bas de ce graphique, avec seulement 4,3 ans en moyenne d'ancienneté pour les entreprises, alors qu'à l'inverse, vous allez trouver l'agriculture, sylviculture et pêche, avec une moyenne de 18 ans d'ancienneté. Donc, effectivement, des situations très, très différenciées selon les secteurs. Nous allons maintenant, après les créations, les radiations, parler des procédures collectives, les procédures collectives ouvertes au cours de l'année. Le niveau d'entreprise en difficulté est resté finalement sur un niveau très bas. Rappelez-vous, l'année dernière, en 2020, c'était déjà le cas, on était sur un niveau véritablement plancher, dû bien évidemment aux mesures de soutien gouvernemental. Même chose, même constat en 2021, 24 649 ouvertures de procédures collectives, et contre toute attente, alors qu'on croyait justement avoir atteint un niveau historiquement bas en 2020, eh bien on est encore sur un niveau en recul par rapport à l'année dernière, moins 10,8% par rapport à 2020. Là encore, si on retrace le niveau mois par mois
des procédures collectives enregistrées, on s'aperçoit effectivement qu'on est très très en deçà de façon systématique de l'année 2019 et que de façon générale, on est également, notamment sur le début de l'année qui n'avait pas encore été concerné par la pandémie, très en deçà du niveau de l'année 2020. Et pour le reste, on colle effectivement, à quelques exceptions près, avec les résultats obtenus l'année précédente. Juste quand même pour bien resituer les choses dans leur contexte, moins 10% de cette année, si on le compare à 2019, et si on reste sur les procédures collectives hors Drôme, on est sur 23 700 procédures collectives contre 42 900 en 2019, avant la période de crise, avant justement toutes les mesures de soutien à l'économie qui ont pu être prises. On est donc sur des niveaux véritablement très très bas. Quels sont les secteurs qui sont concernés par justement la baisse de ces procédures collectives? Eh bien, pratiquement tous. Pratiquement tous les secteurs, effectivement, sont à la baisse. On a une évolution des procédures collectives qui est positive dans le cas de l'agriculture, sylviculture, pêche, des activités immobilières et de la construction, mais une progression qui se fait par rapport à des niveaux 2020 qui étaient effectivement très très bas là aussi. Donc en fait, une situation qui fait qu'aujourd'hui, de façon générale, on peut parler effectivement d'une absence de faillite d'entreprise et de procédures collectives de façon plus globale, plus générale, pratiquement sur tous les secteurs, avec même sur l'hébergement et la restauration, vous le voyez, une position tout à fait particulière avec une baisse de 37,3%. Donc un secteur totalement préservé de ce point de vue-là, même si, comme on l'a vu tout à l'heure, certains ont fait le choix d'anticiper cette situation en procédant à une radiation de leur entreprise. Les procédures en termes de poids des différents secteurs, eh bien, il y a effectivement toujours deux poids lourds aujourd'hui dans ces procédures collectives. Le commerce, en premier lieu, à 22,9% du total, mais un chiffre qui pourtant est en recul par rapport à 2018. On est sur 1,1 point de moins. Donc, un secteur commerce qui a effectivement été de façon très très nette préservé, et même en valeur relative par rapport aux autres secteurs. Et puis un secteur construction, malgré la bonne tenue de cette activité en 2021, 21,3% effectivement en termes de poids des procédures collectives. De quoi parle-t-on lorsque nous évoquons les procédures collectives? Eh bien, nous parlons pour l'essentiel de liquidation judiciaire qui représente 80% à peu près des procédures collectives, soit des liquidations judiciaires pures, soit des liquidations judiciaires simplifiées. Vous avez ici le détail en graphique. Vous voyez que le cumul des deux atteint pratiquement 80%. Le redressement judiciaire, lui, concerne 18,7% du total des procédures, et on est sur un petit 2% pour les procédures de sauvegarde. Tout est à la baisse. Tout est à la baisse en 2021 versus 2020. Et les liquidations judiciaires sont sur des reculs proches de la moyenne, de l'ordre de 9% à peu près. J'en ai pratiquement terminé avec cette présentation. Je voudrais, comme nous le faisons chaque année traditionnellement désormais, vous soumettre deux petits mappings, l'un qui concerne les secteurs d'activité, l'autre qui vise à régionaliser les résultats, avec comme objectif d'essayer de synthétiser ce que l'on observe au vu d'un côté des taux d'évolution des immatriculations, donc de la dynamique de création d'entreprises d'un côté, et puis mettre ça en regard également du taux d'évolution à l'inverse des procédures qui, pour l'essentiel, constituent finalement des destructions d'entreprises et des disparitions d'entreprises. Donc vous avez ici ce petit mapping qui fait figurer 4 grands cadrans.
En haut à droite, les secteurs qui effectivement enregistrent peu de défaillances et beaucoup de créations, donc que l'on peut qualifier de secteurs porteurs. On voit que dans ces secteurs, on va y trouver essentiellement la formation, la santé et l'action sociale, partiellement également les activités financières et d'assurance, et puis qui sort complètement de l'épure de ce mapping, le transport et entreposage qui, comme vous pouvez le constater, se situe à la limite de cette zone dite de secteur porteur et du secteur dit à fort turnover, c'est-à-dire qu'on a un très très grand nombre de créations, mais également un nombre de disparitions qui est loin d'être négligeable. A l'inverse, de l'autre côté de ce mapping, vous allez trouver totalement à l'opposé, et là aussi qui sort du cadre de ce petit graphique, l'hébergement et la restauration. Hébergement et la restauration, que l'on peut qualifier de secteur atone. Ben oui, il a été totalement sous perfusion pendant cette période. Quasi-absence, effectivement, de disparition d'entreprises à proprement parler, mis à part le cas particulier des radiations que l'on a évoqué tout à l'heure. Quasi-absence de disparition, mais absence totale également de création de nouvelles entreprises. Et puis, vous avez bien évidemment le magma des secteurs qui se situent proche de la moyenne, et c'est notamment le cas de l'industrie manufacturière, de la construction, du conseil des services aux entreprises, sur lesquels je ne me suis pas appesanti, mais c'est également le cas du commerce en général, avec des situations bien évidemment très différenciées selon que l'on considère le commerce numérique, sur lequel je reviendrai dans un instant en conclusion, du commerce dit traditionnel. Le même type de mapping au niveau régional fait apparaître des résultats également assez marqués en termes de dynamique des différentes régions, avec parmi les secteurs, les régions les plus porteuses, les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, une région qui se caractérise par un fort turnover, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et de façon générale, on peut difficilement identifier de régions véritablement atones, même si d'une certaine façon, les poids lourds que sont la Nouvelle-Aquitaine et l'Île-de-France se caractérisent quand même effectivement par un manque de dynamisme en termes d'immatriculation et un nombre de disparitions d'entreprises qui les positionnent plutôt dans les secteurs effectivement en perte de vitesse. Alors perte de vitesse très relative, mais effectivement, comparé aux autres régions, ce sont effectivement les grands perdants de cette année 2021 en termes de dynamique entrepreneuriale. Voilà, j'aimerais conclure sur cette présentation en insistant sur le fait qu'on est sur des créations d'entreprises à très très haut niveau. Une crise sanitaire donc qui n'a absolument pas freiné l'envie d'entreprendre, au contraire. Le climat particulièrement incertain que nous avons rencontré cette année a clairement renforcé le goût des Français pour l'entrepreneuriat. La Covid-19 et les confinements ont dégagé du temps aux futurs entrepreneurs également pour repenser en profondeur leur vie professionnelle ou accélérer des projets qu'ils avaient déjà dans leur carton, déjà cette idée effectivement de se lancer dans l'entreprise, l'aventure entrepreneuriale. Parallèlement à ça, on constate donc une envolée des radiations, comme nous l'avons vu, avec un nombre de radiations en progression de plus de 30% par rapport à 2021. Face aux incertitudes liées à la pandémie, certaines entreprises ont disparu brutalement, sans passer par l'ouverture d'une procédure, en leur permettant finalement de faire face à leurs difficultés. Certaines entreprises en difficulté avant la crise ont de toute évidence épongé leurs dettes grâce à une trésorerie reconstituée. On a des suspensions d'échéances fiscales et sociales et l'arrêt des assignations en procédure de l'URSSAF notamment qui ont aidé ces entreprises à assainir leur situation et les ont incitées à, entre guillemets, passer l'éponge et fermer la porte avant même
en bénéficiant finalement de cet effet d'aubaine. Les défaillances, enfin, les défaillances sont en net recul, comme nous l'avons vu, et là encore quelques éléments d'interprétation. On peut dire que les dispositifs de protection des entreprises et de l'emploi, le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, les exonérations de charges et les fonds de solidarité, ont de toute évidence eu un effet d'amortisseur particulièrement efficace. Le taux de sinistralité des entreprises est ainsi resté à un niveau exceptionnellement bas en 2021. Et l'attentisme est toujours de mise pour les ouvertures de procédures collectives. Et ce phénomène, bien évidemment, qui n'est pas seulement franco-français, on y est toujours confronté. Le constat qui prévalait l'année dernière, à savoir le risque d'un effet de rattrapage, est toujours présent. Mais c'est vrai qu'il semble s'éloigner de plus en plus, compte tenu de la dynamique économique qui a pu être initiée par les plans de relance. On est en droit d'imaginer qu'effectivement, si effet de rattrapage il y a, il ne sera que partiel. Voilà, je voudrais finir sur peut-être une évocation de ce que pourrait être l'année 2022. La crise, de toute évidence, a vraiment influé sur nos modes de vie, sur nos habitudes. Elle a façonné de nouvelles tendances de consommation. La pandémie a remis en question nos activités quotidiennes, comme se rendre au travail, aller au restaurant ou faire des courses en magasin. Et qu'elles soient durables ou non, ces évolutions, ces changements créent de nouvelles opportunités, de nouveaux positionnements, de nouvelles opportunités de positionnement et de business pour les entrepreneurs. On a un secteur, on l'a vu, du transport et de l'entreposage qui est le plus révélateur de cette tendance qui est déjà très largement à l'œuvre et des nouveaux débouchés pour les entrepreneurs. La pandémie a fait exploser les livraisons à domicile, les repas, les livraisons de marchandises. Le marché des ventes livrées à domicile de façon générale est actuellement en pleine effervescence avec toujours plus de nouveaux acteurs. Également une pluie de financement à la clé qui favorise ces créations d'entreprises. L'accélération du e-commerce, mais aussi des services en ligne de façon générale et plus globalement de la digitalisation touche de plus en plus de secteurs de l'économie française et de toute évidence, la crise sanitaire a accéléré ce processus. On est donc face à une mue digitale qui permet une réelle recomposition du tissu entrepreneurial français, qui contribue de façon très évidente, de façon accélérée depuis 2 ans. Et il est évident que ces tendances, qui sont des tendances lourdes bien évidemment, vont se poursuivre, vont perdurer au cours de l'année à venir. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Je suppose qu'on peut désormais passer aux éventuelles questions que vous avez à nous poser. Bonjour. Pour la première question, Corinne Caillot du Figaro. Quel est le nombre de radiations parmi les micro-entrepreneurs ? Alors, le nombre de radiations parmi les micro-entrepreneurs, je ne l'ai pas en tête, mais il figure dans le rapport, effectivement. Vous trouverez le chiffre, je ne l'ai pas en tête. Il est relativement important. Il concerne surtout de façon très ciblée, comme je le disais tout à l'heure, justement les secteurs qui sont les grands pourvoyeurs en matière d'immatriculation d'auto-entrepreneurs, à savoir justement le transport et l'entreposage en premier lieu. Ce qui peut être précisé également, c'est que les informations détaillées sur ces indicateurs de création de radiation et par catégorie d'entreprise sont aussi accessibles sur l'Observatoire statistique du Conseil national des greffiers, qui est un observatoire à l'instant T de vigie de ce qu'est le dynamisme entrepreneurial. Et effectivement, le sujet de la radiation des micro-entrepreneurs peut être identifié très précisément sur cet observatoire statistique en complément des analyses du bilan national qui effectivement là, correspond à une mise en lumière, une mise en perspective avec l'analyse économique élaborée par l'Institut Xerfi. Boris Cambrelan pour l'AFP. Pourriez-vous préciser comment fonctionne l'effet d'aubaine pour les radiations ? L'effet d'aubaine pour les radiations, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est des dispositifs gouvernementaux d'aide, de soutien, l'absence de cotisation, d'un certain nombre de cotisations à régler, qui ont permis à des
sociétés plus ou moins en difficulté ou qui se posaient la question de savoir s'il n'était pas opportun d'arrêter leur activité. Ça leur a permis effectivement d'assainir leur situation financière, d'épurer leurs comptes et d'en profiter pour accélérer justement cette cessation d'activité. Et ces entrepreneurs ont eux-mêmes ce réflexe, en tout cas il est entendu qu'ils doivent l'avoir pour ceux qui ne l'ont pas encore, d'analyser et d'observer leur écosystème aussi entrepreneurial, et les informations que les greffiers et tribunaux de commerce mettent à disposition permettent aussi aux entrepreneurs d'être guidés et de prendre les meilleures décisions possibles. Après, on n'a pas à juger de la pertinence du choix de passer par le système de la radiation, qui est la fermeture volontaire de sa propre entreprise. Ceci étant, les informations que nous divulguons, que nous contrôlons, que nous certifions, que nous mettons à disposition, permettent aux chefs d'entreprise de prendre a priori les meilleures décisions, en tout cas avec des indicateurs fiables, ça c'est une évidence. Stéphanie Roy, pour la lettre M, des données régionales vont-elles être communiquées? En effet, elle est journaliste pour un média économique régional basé en Occitanie. Alors effectivement, le rapport qui sous-tend la présentation d'aujourd'hui fait un peu plus de 160 pages. Il présente des résultats régionalisés et il y a même, comme chaque année d'ailleurs, des cahiers départementaux qui seront réalisés dans les 2 semaines à venir et qui seront mis à disposition. C'est l'intérêt de ce maillage territorial des greffiers et tribunaux de commerce, c'est-à-dire qu'en région, en point local, focal, nous pouvons effectivement, à la demande, établir des statistiques très précises par commune, par communauté de communes, par département, par région, et je pense que ça répondra à votre question. Et ces régions sont désormais aussi étendues, je le disais en introduction tout à l'heure, aux départements et régions d'outre-mer, et les territoires ultramarins bénéficient désormais de cette visibilité aussi, de l'activité et du dynamisme de leur tissu économique local. Et je crois que c'est très important de pouvoir focaliser aussi certaines analyses sur ces territoires qui sont spécifiques, puisqu'étant situés dans des océans différents pour les uns et les autres. Yves Villagine, pour les Échos, pourriez-vous nous donner des infos sur le stock, évolution du nombre d'entreprises sur ces dernières années et analyser son effet sur l'économie? Alors, ma réponse va être simple, oui, c'est faisable. Le faire comme ça, en direct, en revanche, là, il faut repartir des chiffres et des statistiques, mais effectivement, vous avez d'ailleurs un certain nombre d'éléments qui sont disponibles dans ce rapport. C'est vrai que c'est très difficile et très compliqué de travailler sur le stock, beaucoup plus que sur les flux de création-disparition de l'année. Aujourd'hui, c'est un exercice auquel on ne peut se livrer qu'imparfaitement, effectivement. Ludovic Arbelé, comment expliquez-vous l'écart de votre chiffrage du nombre de créations d'entreprises en 2021, 611 000, avec celui de l'INSEE, 995 000? Alors, j'indiquais en introduction que le registre du commerce constitue un registre qui répertorie les 5,5 millions d'entreprises actives, le stock dont on parlait à l'instant. Et donc ces 5,5 millions concernent des sociétés commerciales, également des sociétés civiles et les commerçants qui agissent en nom propre. À la différence des informations statistiques, qui ne sont pas des informations juridiques et contrôlées et certifiées juridiquement, les informations de l'INSEE contiennent tout type d'activité, qu'il s'agit d'activités artisanales, libérales. Donc le périmètre est plus large, mais la pertinence et j'ai envie de dire la fiabilité n'est pas celle que nous proposons, est différente, c'est d'analyse purement statistique. Et là, il y a une mise en lumière du travail de certification de l'information qui a été élaboré par l'Institut Xerfi. Donc ça explique l'écart. Nous sommes sur les 80% d'acteurs économiques que constituent les 5,5 millions d'entités immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Grégoire Normand, pour la Tribune, est-il possible de mesurer les effets d'aubaine dans les radiations? Non. Non, malheureusement, non. On ne peut pas les mesurer. J'ai bien parlé tout à l'heure d'hypothèses. Bon, hypothèse qui semble plus que corroborée par un certain nombre de faits. L'effet d'aubaine est quasiment certain, mais le mesurer, par contre, le quantifier, ça, aujourd'hui, on n'a pas les moyens, effectivement, de répondre à cette question. Boris Cambreland, pour l'AFP, la CPME craint que les entreprises viables économiquement soient obligées, dans les mois qui viennent, de mettre la clé sous la porte à cause d'un endettement devenu trop élevé. Partagez-vous cette crainte? Alors
les craintes des derniers mois nous ont aussi appris à réviser un petit peu nos perspectives, nos projections. Que la CPME s'en saisisse, c'est naturel et légitime. Pour faire des projections sur la réelle activité économique des prochains mois, ça reste quand même un exercice délicat. On l'a vu précédemment et on l'avait vu les années précédentes avec les rapports des 3 éditions précédentes. Que le sujet du mur des faillites, typiquement, était sans cesse repoussé. Et aujourd'hui, on ne l'a toujours pas atteint, ce mur. Donc c'est très délicat et je pense assez osé et ambitieux, voire audacieux, de projeter des choses très précises sur ce thème-là de l'endettement et des éventuelles difficultés à 6 mois. Je crois que c'est l'intérêt aussi d'avoir un observatoire qui est mis à jour quotidiennement, qui permet justement au plus près de la réalité de regarder les tendances et de les observer en dégageant, si possible, effectivement des perspectives. Mais ça reste, à mon avis, à moyen long terme, difficile de projeter de telles situations. Pour compléter cette question, y a-t-il un lien, à votre avis, entre la hausse des créations et celle des radiations? Quel est l'âge moyen des entreprises radiées? Lien entre les créations et les radiations, non, je ne suis pas certain. Je pense qu'on est sur deux motivations tout à fait différentes. Bon, je ne reviens pas sur l'effet d'aubaine qu'on vient d'expliciter à nouveau concernant les radiations. Les créations d'entreprises, non, elles font appel à une volonté croissante de la part d'un certain nombre de Français de revoir effectivement leur situation professionnelle, de salariés qui décident de se mettre à leur compte, d'opportunités également nouvelles dues, comme je l'évoquais tout à l'heure, à une structure de la consommation et à des tendances également sociétales qui évoluent. Je ne pense pas qu'on puisse faire de lien effectivement entre les radiations et les créations. Dans les radiations, n'y a-t-il pas des transmissions et cessions d'entreprises? Si, il y a des... Enfin, les transmissions ne font pas partie... elles sont comptabilisées dans les radiations? Non. Pas directement. Pas directement. Effectivement, ce sont des hypothèses qu'on peut imaginer. Ceci étant, tout ce qui est transmission, cession d'entreprise fait que la personne morale ou l'entité continue d'exister. Donc ça ne ressort pas directement de ce bilan national. Comment expliquez-vous le rajeunissement de l'entrepreneuriat si soudain? Je l'ai évoqué tout à l'heure, je me suis peut-être mal exprimé, j'ai peut-être mal fait passer le message, mais on a au sein des créations d'entreprises et des secteurs qui créent des entreprises une forte poussée de l'entrepreneuriat, de tout ce qui est livraison à domicile en tout genre. Ce sont des auto-entrepreneurs éminemment plus jeunes que les créateurs d'entreprises dites traditionnelles. Et on le voit nettement, j'évoquais l'âge de 29 ans en moyenne pour justement ce secteur entreposage, routage-entreposage. On est sur effectivement un chiffre qui est inférieur de plus de 10 ans à la moyenne et qui la tire bien évidemment vers le bas. Si je peux ajouter... Puisque nous-mêmes, en tant que greffiers, tribunaux de commerce, en tant que professionnels libéraux, nous sommes chefs d'entreprise, donc nous sommes aussi confrontés parfois à ce sujet du recrutement, confrontés en tout cas à parfois des difficultés passagères en termes de main-d'œuvre et d'offres et de sollicitation de candidats pour rentrer dans le monde du salariat. Alors c'est plutôt à l'Institut Xerfi d'établir ces tendances-là, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une transformation sur cet âge assez jeune, peut-être de la façon de concevoir sa vie professionnelle, et on est en train, probablement, il faudra le quantifier dans les mois et années qui viennent pour le consolider, mais on est probablement en train de passer d'un monde dit du salariat à un monde de la prestation. Donc c'est des tendances selon les secteurs d'activité, puisqu'on a bien vu qu'il y a des secteurs d'activité très ancrés, avec des âges moyens évidemment plus élevés pour certaines entreprises, mais c'est une tendance qu'il faudra à mon avis observer de très près en sortie dite de crise, puisque c'est le thème aussi de l'année 2021 et notre profession a pris sa part dans le plan de sortie de crise nationale. C'est des choses qu'il faudra regarder de façon très, très précise dans les 6 ou 12 mois à venir.
Très bien, je crois qu'il n'y a plus de questions qui nous sont posées. Merci à toutes et à tous pour votre présence virtuelle de l'autre côté de l'écran. J'en profite dans ce mot de conclusion pour remercier toutes celles et ceux qui ont participé à l'élaboration de ce bilan national. Ils se reconnaîtront évidemment, et remercier également les équipes de Xerfi et celles du GIE Infogreffe, notre outil numérique national, celui des greffiers des tribunaux de commerce, qui permet de centraliser l'information et de la mettre à disposition des équipes de Xerfi et d'analyser tout cela et de remettre en perspective ces tendances entrepreneuriales. Et nous vous disons à l'année prochaine, mais entre-temps, bien sûr, nous aurons d'autres points de passage avec des analyses départementales dont Laurent Frelat parlait à l'instant, et également différents flashs tout au cours de l'année. Donc à très bientôt et encore merci à toutes et à tous.